Bien, écoutez, je vous propose de commencer nos travaux cet après-midi. J'ai salué un bon nombre d'entre vous, je salue ceux qui sont arrivés depuis quelques temps et qui ont pris place. Il fait chaud dans cette salle, je suis désolée, je ne peux pas l'aérer parce que je constate que les fenêtres ne s'ouvrent pas, mais derrière vous, n'hésitez pas à aller chercher des petites bouteilles d'eau si vous avez besoin. Je pense qu'on pourra survivre quand même cet après-midi. Juste donc, merci d'abord d'avoir répondu à mon invitation. Juste pour vous en rappeler le contexte. Bon nombre d'entre vous étaient là donc, le 27 avril dernier, lors de la réunion pendant laquelle les experts que la ministre avait mobilisés pour son rapport sur le projet d'arrasement du barrage de Séville. Et j'ai aucun doute que vous avez lu ce rapport de manière attentive. Et ce rapport mentionnait, je cite, que l'ouverture de la vallée est permise par le démantèlement des ouvrages offrait des nouvelles perspectives de développement économique. Et donc les experts recommandaient de poursuivre les études engagées et portées par le syndicat mixte dont je suis président à mes côtés, études qui avait été réactivée, déjà portée, mais aussi réactivée en 2014, pour préciser ces projets de revalorisation. Donc ce travail a été poursuivi, ces études sont maintenant réalisées et qui permettent effectivement d'avoir une vision très complète de ce que pourrait être ce projet pour le territoire, avec des barrages démantelés. Et donc ce travail, évidemment, puisque la ministre suit toujours ce dossier, et son conseiller Laurent Rouvier arrive par le train à 3h05. Donc il sera là, si le train arrive à l'heure, à 3h05. Donc la ministre a souhaité que vous soit présenté justement ces travaux. Et donc c'est la raison de cette réunion cet après-midi où nous serons présentés donc, le projet qui a été porté par le syndicat mixte et qui a mandaté, je laisserai le président d'expliquer, l'agence, voilà donc l'objet de cette réunion. On permettra aussi d'échanger, d'avoir vos réactions et sur un échange, s'il y a d'autres questions, bien évidemment, nous y acceptons, bien évidemment. Voilà, je passe vite la parole au président Mathieu. Merci Madame la Préfète. Donc, je vais être relativement bref également pour permettre au cabinet naturel de nous présenter tout ce projet. Pour l'idée, en effet, c'est vrai que la question de l'arasement, de la qualité de l'eau sur la vallée de la Sabine, c'est quelque chose qui est travaillé depuis maintenant une dizaine d'années, puisque ça a été travaillé au niveau du SACH-Sémune, au niveau de la qualité de l'eau. Et ensuite, il y a des décisions qui avaient été prises par les divers ministres de l'écologie de l'époque, où il avait été décidé cet effacement. Ensuite, il y avait des cabinets qui avaient été nommés par les services de l'État, les EDIS et tout, mais dans un contexte où, en effet, à cette époque-là, on était quand même plus ou moins quand même tous contre cet arrasement qui avait été mal expliqué, où on n'en connaissait pas les raisons importantes. C'est vrai qu'on parlait de la remontée, bien sûr, des saumons et d'un coût exorbitant d'arrasement et de financement qui n'existait pas. Donc il y a eu une évolution et c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin plus dernièrement d'ailleurs, puisque c'était en 2014, le syndicaliste du Pays de la Baie, du Mont-Saint-Michel, a pris la maîtrise d'ouvrage d'une étude sur la valorisation socio-économique de la vallée de la Sémune et travaille avec le syndicat mixte du bassin versant de la Sémune pour donc, le retour à la qualité de l'eau, avec bien sûr les services de l'État, avec les élus, avec la région et le département. Et donc le syndicat mixte a pris la maîtrise d'ouvrage avec des financements qui sont de la région, de l'agence de l'eau et des fonds européens. Donc il y aurait un nom particulier, voilà,
monsieur nous présentera tout à l'heure, mais c'est pas un simple cabinet, c'est un regroupement de cabinets. Je pense que c'est important parce qu'on a des compétences pointues dans un peu tous les domaines. Alors vous les voyez cités ici, Foléa, Gauthier, c'est le paysagiste, Champs Libre, Alcos, alors on a des hôtels Action, itinéraires en public, la DASEA. Donc il y a la DASEA qui travaille le volet agricole, il y a Alcos qui travaille les hébergements, cheminement, il y a Parcours pour l'hébergement, il y a Hôtel Action, c'est l'hébergement, enfin bref, vous allez nous expliquer tout ça. Itinéraire en public, c'est le cabinet, enfin c'est l'avocat, le cabinet juridique. Et donc puis on a un spécialiste de l'analytique, M. Collet pour la pêche. Donc on a des compétences dans chacun des domaines. Ça a été travaillé avec, bien sûr, le pays, mais il y a un comité de pilotage qui regroupe les sociétés qui a consulté, rencontré les marcheurs, les randonneurs, les canoës, les promenades à cheval, etc. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé par le cabinet, mais après avoir rencontré tous les utilisateurs potentiels de notre vallée, quoi, qui a rencontré aussi des acteurs économiques comme la Masure, comme le village de Nord-Michel, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Madame le ministre nous demandait à ce que nos travaux soient présentés, comme vous le disiez tout à l'heure, à la population, et que la population s'approprie ce projet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fait. On a eu des réunions qui ont eu lieu à plusieurs endroits, en particulier des journées à Saint-Hilaire, avec des ateliers qui regroupaient aussi bien les pêcheurs, les amis des barrages, et tout ça pour travailler cette question-là, puisque la question qu'on avait tous en tête, c'est à partir du moment où un jour c'est l'État qui prenait cette décision d'arrasement, hein, c'est pas quelque chose que la population avait demandé, ça c'est clair, c'est l'État qui prenait cette décision. Il ne s'agissait pas qu'ensuite on se retrouve au milieu du gué, c'est-à-dire avec un bâtiment qui soit, des barrages qui soient rasés, mais qu'on n'ait pas trouvé la solution pour, parce que je pense qu'il y avait le saumon, c'est une chose, mais je crois qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important, c'était la qualité de l'eau dans toute cette vallée, et y compris dans la baie du Mont-Saint-Michel, parce qu'on a fait de grands travaux dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais on a aussi bien le Poignon que la Cellule, que la C et que d'autres rivières qui se jettent dans ce... Et donc c'était important qu'on ait une approche globale pour avoir cette qualité de l'eau. Donc ce cabinet a travaillé avec tous les interlocuteurs, on est en contact également, enfin on travaille également avec l'agent de l'agriculture aussi et le syndicat mixte du bassin de la Cellule, et avec le SCOT et autres, pour que notre projet soit quelque chose qui puisse apporter aussi bien des solutions pour la qualité de l'eau, mais aussi des solutions socio-économiques, comme on le disait tout à l'heure. Donc vous allez voir que cette étude a permis de balayer de Saint-Hilaire par Ducé, les portes d'entrée, Saint-Hilaire, Ducé, et puis d'aller jusqu'au barrage, etc., sur les deux côtés, de voir ce qui pouvait être fait. Mais ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'aux solutions de financement, hein, parce que c'est vrai que la réponse de dire vous avez des projets, c'est bien, mais personne n'a les moyens de les financer. Donc, et on s'est aperçu que les financements étaient possibles, hein, parce que l'État, avec la DETR, avec les fonds qui avaient été engagés, l'agence de l'eau, la région, les fonds européens, tout ça, avaient des lignes fléchées, ça on va expliquer au fur et à mesure, mais ont été fléchées, et donc il y a des solutions. On avait demandé aussi à ce que soit traité en priorité le dossier de la Masure, parce qu'à cet endroit-là, on avait bien senti que c'était un point bloquant, et qu'à cet endroit-là, on avait quand même une activité qui était très liée à l'eau, avec des personnes, des salariés, etc. Donc ce qui a été demandé à ce que ce soit géré en premier, ce qui a été fait, et ce dossier-là a été jusqu'au bout traité avec les gens de la Masure, et les financements ont été accordés. La communauté de communes approche le Mont-Saint-Michel, qui est propriétaire de la Masure pour ce projet, a pu déposer ses dossiers pour que ça se fasse. Et ensuite, c'est vrai qu'on a plein d'autres projets qui avancent, et aujourd'hui on est allé jusqu'au terme des financements, et je pense que maintenant on se doit de communiquer, comme vous l'aviez fait avec le rapport des experts qui a été délivré, hein, et on aurait pu... ça aurait été bien que ce rapport soit fait plus tôt et présenté, mais bon, ça, il a au moins le mérite d'exister, d'avoir été fait. Et donc celui-ci, qui est le pendant, hein, c'est en cas d'arrangement, voilà ce qu'il est possible de faire. Et je pense que c'est important que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information sur ce sujet.
entre le rapport des experts et puis celui-ci, pour qu'on puisse enfin parler de choses réelles et possibles. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser M. Roche présenter cette chose, et puis après, vos questions seront bien sûr les bienvenues et vos remarques. Merci M. Badiou pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais simplement compléter un petit peu ce qui a été dit à l'instant par M. Badiou, parce que tout le monde dans la salle, je reconnais beaucoup de gens, mais tout le monde ne m'a pas forcément rencontré moi. Donc ce que je voudrais effectivement rappeler, c'est que c'est bien le travail d'un groupement qui est présenté aujourd'hui, non pas simplement un travail personnel d'une des agences du groupement. Ce groupement, il associe effectivement, comme ça a déjà été dit, les 8 agences qui interviennent dans des champs différents et complémentaires. Et vous allez voir qu'on va retrouver dans les volets, je vais présenter ça volet par volet, les différents travaux qui ont été faits par chacune des composantes de ce groupement. Alors, bien entendu, l'exercice d'aujourd'hui est toujours un petit peu délicat parce qu'il faut à la fois être très synthétique. En même temps, on est sur un sujet qui est vaste, qui est sensible, donc il ne faut pas non plus laisser de côté certains éléments. Donc c'est un travail un petit peu d'équilibriste de vous présenter dans un temps relativement serré ce travail qui dure depuis un an, qui n'est pas complètement fini, hein, c'est-à-dire que je vous présente aujourd'hui l'état des réflexions. Effectivement, on a fortement accéléré ces dernières semaines sur l'aspect financier, tour de table financier. Et il y a encore plusieurs des composantes qui seront travaillées au cours de l'été et on va dire jusqu'au début de l'automne. Alors, le programme que je vais vous présenter et dont vous avez, je crois, toutes et tous un rendu écrit, c'est un programme qui se décompose en fait en 9 parties, en 9 volets. Alors, le premier volet dont je vais vous parler juste après, c'est le paysage, parce que le paysage, c'est celui qui est finalement est le plus global, et évidemment par nature, par essence, à avoir avec tous les autres sujets qui seront présentés. Et puis dans ce projet, ce scénario dans lequel on s'est situé, on nous a demandé de travailler depuis le début, je le précise quand même, hein, le cahier des charges, notre cahier des charges, c'était bien celui du scénario de l'arasement des barrages, et donc de l'après-barrage. Donc nous n'avons pas eu à travailler sur d'autres scénarios durant ces derniers mois. Donc le paysage, je vais revenir juste après. Le deuxième point, donc, ça sera les cheminements au fil de la cellule. Vous verrez comment on a décomposé ça en essayant de penser à tous les usagers dans leur diversité, de façon à ce qu'on soit bien sur une utilisation partagée, la plus partagée possible de cette vallée. Il y a un volet qui est important, et qui a à voir notamment avec la question du paysage, c'est le plan d'action agricole. Le quatrième point, c'est le volet pêche. Le cinquième point, c'est un focus un petit peu particulier sur 2 communes qui pour nous sont des portes d'entrée naturelles de cette vallée de la Céluse, donc Saint-Hilaire et Bussé. Ensuite, on fera un focus un peu plus particulier sur un pôle dans lequel nous avons associé volontairement la Masure et le parc de Lange-Michel. Ensuite, le point suivant concernera le site de Vézins. L'avant-dernier point concernera le développement de l'hébergement touristique sur cette vallée de la Célune. Et puis, le tout dernier point, qui aurait pu aussi, d'ailleurs, si on se situait dans une approche, je dirais, chronologique, on aurait pu le situer en premier, c'est la question de l'animation et de la communication pendant la phase de chantier. Alors, effectivement, tout à l'heure, M. Badiou a insisté sur la nécessité maintenant que le projet commence à être relativement bien cerné dans ses différentes composantes, de communiquer. Alors, là, c'est un premier rendez-vous, il y en aura d'autres. Je rappelle effectivement ce qui a été dit aussi par M. Badiou, c'est que pendant cette année, il y a eu quand même plusieurs rendez-vous collectifs, notamment des ateliers. Il y a eu des ateliers thématiques autour du cheminement, autour de la question de la pêche,
Il y a eu un atelier qui s'est tenu aussi à Saint-James sur l'agriculture. Et puis il y a eu cette journée, donc à la fin de l'année 2014, cette journée entière d'ateliers, où une bonne partie d'entre vous étaient présents d'ailleurs. On avait essayé d'être vraiment à l'écoute et de faire remonter les avis des uns et des autres sur ce projet, quels que soient les avis, de façon à être vraiment à l'écoute de tout le monde. Donc, il est vrai que ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est le travail du groupement, mais aussi c'est le travail issu de ces ateliers auxquels un certain nombre d'entre vous ont participé. Alors, je viens directement sur le premier volet, qui est le volet du paysage. Alors, le paysage, c'est vraiment un volet très important, puisque, effectivement, l'après-barrage va finalement voir l'émergence, la naissance d'un nouveau paysage. Et vous le savez, c'est un cas exceptionnel en France, voire même en Europe, où on va pouvoir, suite à l'arrangement de ces barrages, retrouver sur un linéaire de près de plus de 20 km la possibilité d'avoir une approche, je dirais, une gestion de ce paysage global. Et cette gestion du paysage, elle est évidemment fondamentale, puisque vous avez tous, ou certains d'entre vous, vécu plusieurs des vidanges de la cellule, et vous savez à quel point le paysage peut évoluer très très vite. Et notamment, la végétation reconquérir très très vite sa place. Et donc là, il y a un travail évidemment qui est absolument nécessaire de gestion de ce paysage. Alors, l'état existant, il est de façon très schématique représenté ici. Il y aura évidemment un état intermédiaire qui est celui de la phase de chantier et de gestion des sédiments. Donc ça, vous savez que ce n'est pas de ressort de notre travail. Par contre, il nous revient, avec nos paysagistes, de réfléchir, je dirais, au plus proche, évidemment, avec les services de l'État, pour faire en sorte qu'entre cette phase 2 et cette phase 3, on soit en cohérence totale. C'est-à-dire qu'on puisse, nous, s'appuyer sur la façon dont aura été traité le problème de cette gestion des sédiments, de façon aussi à ce que cette phase intermédiaire puisse préparer la phase qui suit, et notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, pour préparer les aménagements qui pourraient être nécessaires pour la création de cheminements piétons ou vélos. Alors, vous voyez une formulation qui apparaît, en aucun cas c'est une formulation définitive, c'est un petit peu un code que nous sommes donnés entre nous, cette idée de vallée des promenades, mais encore une fois, il n'y a absolument rien de figé là-dessus, je vous expliquerai ce que ça recoupe tout à l'heure. Alors, le paysage, on verra tout à l'heure, on l'a décomposé en plusieurs séquences tout au long de cette vallée de la Cellune, et on est parti sur l'idée que ce projet de paysage allait se décliner sous quatre formes, quatre natures. On a appelé ça des natures différentes. Et la première de ces natures, en quelque sorte, c'est la nature naturelle, entre guillemets, bien entendu. C'est en quelque sorte la trame de fond de tout ce projet sur le paysage, avec des séquences sur lesquelles la priorité sera donnée à la préservation et au développement, je dirais, de la biodiversité. Donc avec une intervention, je dirais, la plus modeste possible sur cette zone, sur ces séquences nature de la part de l'homme, où il va s'agir notamment, ce qu'on voit ici sur la deuxième photo, de travailler sur des équipements très légers, par exemple pour l'observation de la faune, sur des séquences, je dirais, de zones de repos, y compris pour les visiteurs de passage ou en itinérance, avec donc une intervention de l'homme la plus minimale possible. Alors, on a fait cet exercice là aussi toujours délicat parce que à la fois vous êtes en demande d'images, vous êtes en demande de pouvoir vous imaginer ce que pourrait être demain ce paysage dont je parle depuis quelques minutes. Et en même temps, je tiens à apporter une précision avant de vous présenter l'image suivante, mais vous l'avez déjà sur le document, donc c'est un peu trop tard pour moi. Mais ça me paraît être une précaution très importante. Les photomontages que vous avez dans le document qui vous a été remis, que vous allez voir ici à l'écran, ne sont en aucun cas
des photomontages de type esquisse en phase de maîtrise d'œuvre. Nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, même si nous avons dans notre équipe des paysagistes. Il s'agit là de travailler sur des schémas d'ambiance, des croquis d'ambiance. En aucun cas, ça ne figerait les choses, ce qui sera le cas quand on sera demain, évidemment, ou après-demain, en phase de maîtrise d'œuvre sur des avant-projets APS ou APD paysager. Donc voilà, aujourd'hui, une séquence telle que vous pouvez la voir, séquence paysagère du côté du pont de la République. Voilà quel type d'ambiance on pourrait avoir demain si on se projette dans ce que je viens d'évoquer. Alors ne regardez pas les détails, encore une fois, c'est pas du tout l'objet sur ces images. Parce qu'évidemment, si on regarde les détails, on va toujours trouver des choses à retravailler, c'est une évidence. C'est plutôt, au travers des quelques images que je vais vous présenter, d'essayer de faire ce travail, de vous faire partager les ambiances qui pourraient être celles de la vallée de la Céline demain. La deuxième nature, deuxième déclinaison de ce projet paysager, c'est ce que l'on a appelé la forte nature. Cette forte nature, en quelque sorte, elle correspond à des événements paysagers ponctuels qui tirent parti d'une dimension spectaculaire ou, on va dire, insolite de la vallée. Pour illustrer cette nature, cette seconde nature de la cellule, on est parti évidemment de l'exemple qui est peut-être le plus symptomatique, c'est celui du barrage de Vézins. Vous connaissez tous évidemment cette image qui est celle d'aujourd'hui. Et voilà une hypothèse de travail, un croquis, un schéma d'ambiance qui effectivement présente ce que pourrait être demain ce secteur de la vallée de la Cellune, avec des aménagements sur lesquels je reviendrai juste après. Simplement, ce que vous pouvez distinguer, c'est des cheminements qui ne sont pas uniquement des cheminements en fond de vallée le long de la Cellune. Ça, on a beaucoup insisté, je insisterai là-dessus. On voit que sur la partie gauche, on a des éléments qui peuvent venir réenchanter aussi la vallée, qui sont des installations qui peuvent être éphémères, de type artistique par exemple, mais avec aussi une déclinaison de ces installations qui peuvent être ludiques. Et puis, vous voyez déjà ici une première apparition de quelque chose que je vous présenterai un petit peu plus de façon détaillée après, qui est une proposition à ce stade de garder certains morceaux témoins, je dirais, du barrage de Vézins, et d'y accrocher une passerelle suspendue, permettant à la fois de faire le lien entre les deux rives, mais aussi, pour les générations à venir, d'avoir une idée, même symbolique, telle, de ce qu'était la hauteur, de ce qu'était la largeur donc de ce barrage de Vézins. La troisième déclinaison de ce projet paysager est ici illustrée, c'est ce qu'on va appeler la nature campagne, c'est-à-dire ces séquences au long de la Cellune qui correspondent à des espaces où la vallée se rattache à son environnement rural, à son environnement agricole. Et vous avez déjà, d'ores et déjà, des espaces où on voit les prairies qui descendent jusqu'aux berges de la rivière. Le même exercice sur cette troisième déclinaison appelée nature-campagne, où l'on voit ici apparaître ce que pourrait être la présence de cheminements ici en fond de vallée, mais on verra tout à l'heure qu'ils ne sont pas prévus uniquement en fond de vallée, avec la possibilité sur certaines de ces séquences d'avoir, pourquoi pas, du pâturage en fond de vallée. La quatrième déclinaison de ce projet de paysage, c'est ce qu'on a appelé la nature jardin. Donc cette nature jardin correspond à des secteurs de la vallée où l'intervention de l'homme est un petit peu plus forte, on va dire un petit peu plus travaillée, le paysage est plus travaillé, et correspond à des espaces de nature, de jardin naturel. Alors vous voyez ici sur cette deuxième diapo des exemples qui existent ailleurs en France, notamment beaucoup sur
les friches industrielles. Je pense que certains d'entre vous connaissent ce type de travail d'artistes paysagers. Ça s'est beaucoup fait notamment en Moselle, où il y a un certain nombre de jardins qui, en fait, ce sont des constructions paysagères, une création dans un monde d'hommes, mais qui viennent, on va dire, participer à réenchanter et à habiller des vestiges. Une autre image qui vous permet peut-être de mieux comprendre ce que pourrait être ce type de déclinaison paysagère, c'est ici sur le site de la Roche-qui-Boit, où on pourrait trouver un aménagement. Alors un aménagement qui, là, est très ponctuel, je le redis, c'est vraiment des événements très ponctuels. Ils seront modestes en nombre, mais on pourrait travailler sur des bâtiments industriels ou des bâtiments préexistants et avoir des aménagements de cette nature. Alors, je ne rentre pas dans le détail, vous imaginez bien qu'évidemment le projet des paysagistes va bien au-delà des quelques pages et des quelques diapos que je vous présente aujourd'hui. Il y a un document qui fait plus d'une cinquantaine de pages et qui détaille ça séquence par séquence. Simplement, j'ai remis cette image que vous n'aviez peut-être pas forcément dans la version qui vous a été remise. C'est simplement pour vous indiquer que ces 4 déclinaisons paysagères que je viens de vous présenter, on a commencé à les travailler, vous voyez, séquence par séquence, tout au long du fil de la cellule, en essayant de voir, suivant les séquences, quelles sont celles qui correspondraient plutôt à une mise en valeur de type paysage, nature naturelle, forte nature, nature campagne ou nature jardin. Tout cela est à finaliser, il reste encore du travail sur cette partie-là, mais ça permet déjà d'avoir, il me semble, une vision plus claire de ce qu'est cette proposition sur le plan paysager. Le deuxième volet qui est directement lié, bien évidemment, à ce qui vient d'être présenté, c'est le volet qui concerne les cheminements au fil de la cellule. Alors les cheminements, c'est évidemment au pluriel, puisque comme je l'ai dit en introduction, il s'agit évidemment d'éviter le fait qu'on soit sur un aménagement qui ne serait pas un aménagement au service de tous, qui ne serait pas partagé. Donc ça veut dire que les cheminements qui sont imaginés sont pluriels. L'idée de cette vallée des promenades, c'est à la fois des promenades à pied, c'est une évidence. Ce sont des promenades le long de la rivière, mais c'est aussi des moments où on peut s'éloigner de la rivière, en recollant notamment avec les sentiers ou les cheminements existants, permettant aussi aux visiteurs, aux randonneurs, aux promeneurs, parfois de prendre un peu de hauteur pour avoir des points de vue, bénéficier de points de vue sur la vallée. C'est aussi, bien entendu, pouvoir offrir la possibilité aux personnes qui veulent faire du vélo dans la vallée de pouvoir parcourir la vallée du haut jusqu'en bas. On verra tout à l'heure aussi de se raccorder aux itinéraires préexistants. C'est aussi, alors ça c'est peut-être un peu plus insolite, des promenades dans les arbres. Alors je ne l'ai pas détaillé dans le document, mais il y a effectivement, je pourrais éventuellement en dire quelques mots. C'est pas un accrobranche qui est prévu, c'est quelque chose d'un petit peu différent qui s'adresse à un public beaucoup plus large, y compris d'ailleurs les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. C'est l'image que vous voyez en bas à droite. Il y a encore très peu de sites qui proposent ce type d'expérience aujourd'hui en France. C'est l'idée d'avoir des sentiers qui sont des sentiers suspendus au travers des arbres, qui donnent évidemment, qui permettent de vivre une expérience un petit peu insolite, mais qui permettent aussi, au gré de la déambulation, de mieux comprendre quelle est la rivière, quel est le tissu boisé dans lequel on se balade, et surtout avec cette idée de s'adresser vraiment au plus grand nombre et pas seulement aux gens qui sont ceux qui aujourd'hui pratiquent les accrobranches. Les autres types de promenades, ce sont les promenades équestres. J'en dirai aussi 2 mots tout à l'heure. Les promenades dans les airs, là c'est un mot un peu fort, mais c'est l'idée des passerelles suspendues ou éventuellement aussi de tyroliennes. Et puis, je ne veux pas oublier une autre forme de promenade, évidemment, qui est celle de la découverte en kayak au fil de l'eau. Alors, cette fois-ci sur une eau vive, bien sûr, par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir une proposition, ce qu'on a appelé une proposition d'un bouquet d'expériences variées, plus ou moins douces ou un petit peu plus fortes,
au fil de la cellule et qui s'adresse à des publics, vous l'avez compris, très variés. Alors, il y a des prérequis, il y a des principes que je souhaitais quand même rappeler par rapport à ces cheminements. Vous n'avez pas forcément cette diapo dans le document qui vous a été remis. Je vais le décrire juste après, c'est une idée de cheminement en tresse. Alors ce qu'on appelle en tresse, c'est l'idée qu'on souhaite absolument éviter le fait d'avoir un cheminement qui serait unique, linéaire, tout au long des 20 km de la cellule. Et dès qu'on peut, dès que la topographie le permet, d'offrir la possibilité d'avoir des cheminements pluriels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ait un cheminement par exemple en fond de vallée pour les piétons, un cheminement un petit peu plus engagé qui tire parti des coteaux ou du relief pour les vététistes, un cheminement qui permette aux randonneurs équestres peut-être de prendre un petit peu de vitesse. Bon, tout cela, c'est cet objectif d'un travail en tresse. Alors vous verrez, ça n'est pas possible physiquement tout au long de la cellule. Il y a des moments où la vallée de la cellule est trop étroite, et donc effectivement, il y a quelques instants, il y a quelques moments où il y aura un cheminement qui sera unique. Mais là, vraiment, l'idée, c'est que dès qu'on peut, on soit sur une offre plurielle. Le deuxième point, ça renvoie à ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'idée d'avoir des parcours qui ménagent des espaces de tranquillité, surtout qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui préexiste, en plus de ça. On n'est pas là pour venir ensuite, je dirais, introduire ou créer un doublon par rapport notamment à la voie verte qui est préexistante. Hein. Donc il s'agit bien d'offrir une offre alternative à ce qui existe déjà et offrir une variante et une variété. Faire en sorte que les visiteurs puissent à certains moments accéder à des points de vue, faire en sorte que les cheminements prévus offrent des changements de rythme, des changements d'ambiance, de perspective, ça c'est très important, afin d'éviter effectivement la monotonie d'un cheminement qui serait trop linéaire. Un point important que je détaillerai là aussi juste après, c'est le fait de tirer parti bien évidemment des sentiers, des chemins, des itinéraires qui préexistent et de trouver les solutions pour se raccorder aux voies vertes préexistantes et aux itinéraires qui existent déjà. Je ne rentre pas, parce que ce n'est pas l'objet de la réunion, sur les détails techniques, ils ont été étudiés. Il faudra se reporter pour ça au document qui a été remis à la maîtrise d'ouvrage et au COPIL. La solution technique qui est retenue par rapport à la question notamment du revêtement, parce que c'est sans doute une question que vous vous posez, c'est bien évidemment, mais faut-il le rappeler, ça paraît une évidence pour nous, mais ce n'est pas du tout un scénario d'enrobé, bien évidemment. C'est un scénario de revêtement poreux, en stabilisé, pour le parcours qui serait le parcours principal, qui permettrait d'avoir un confort d'usage pour pratiquement, on va dire, tous les usagers potentiels. Alors, pourquoi j'introduis cette petite nuance? C'est par rapport au vélo. C'est vrai que par rapport aux itinérants, je dirais au long cours, dont une partie aujourd'hui utilise par exemple la vélocémie, il est clair qu'on ne sera pas dans une proposition qui permettra au vélo, je dirais à boyau fin, pour entrer dans le détail, d'utiliser ce type de cheminement. Donc on sera plutôt sur du VTC, du VTT-VTC, et aussi des vélos de route, mais à large boyau. Donc en tout cas, le but c'est quand même, vous l'avez compris, de pouvoir cibler un public le plus large possible. C'est aussi évidemment prendre en compte, là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été dit tout à l'heure, il y a dans notre équipe des gens qui sont spécialistes de l'itinérance équestre, il y a des gens qui sont spécialistes du tourisme vélo, donc c'est vrai que là aussi il faut être très attentif à des mixités d'usage qui peuvent se faire très bien, mais qui parfois peuvent être aussi problématiques. Donc quand on peut, encore une fois, on aura des itinéraires qui vont s'autonomiser de façon à ce que chacun soit le plus confort possible et le plus sécure possible sur cet itinéraire. Avec bien évidemment, s'il est utile de le redire, mais un travail sur l'intégration environnementale qui sera tout à fait importante. Donc ça sera, je dirais, dans les phases de travail qui nous restent. Dans notre mission, c'est notamment la partie rédaction des cahiers des charges pour les futurs maîtres d'œuvre de ces différentes interventions, de ces différents chantiers. Donc là, il est clair que sur le cahier des charges de cheminement, il faudra être très très attentif à cette question d'intégration environnementale.
Il y a des tas de questions qui se posent, notamment quand on sera en fond de vallée par rapport à des séquences d'inondation. Il faudra bien sûr intégrer toutes ces contraintes et ces questions. Le cheminement Montresse, vous le voyez ici illustré au travers de ce schéma, et vous l'avez de façon théorique en partie basse. C'est le fait, comme vous l'avez compris déjà, je pense, de retrouver, quand c'est possible, des cheminements qui sont en fond de vallée, des cheminements sur le coteau, des cheminements sur le plateau ou en forêt. Alors, sur un plan cartographique, là aussi on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de chaque espace sur chaque commune. Le rendu qui a été fait il y a quelques semaines en copie a pris 2 heures juste sur cette partie, donc je vais vous épargner ça. Le travail qui a été fait, que vous voyez ici, c'est d'essayer de voir comment on se rapproche sur chacune des communes, sur chacune des communautés de communes qui sont concernées par le projet, aux itinéraires existants. Il y a notamment des itinéraires vélos qui existent, qui sont repérés, qui sont connus, qui sont balisés. Donc il va falloir, évidemment, dans la mesure du possible, les maintenir et voir comment on les intègre dans ce schéma. Ce que vous voyez apparaître ici, c'est les solutions qui ont été travaillées. Là, je fais un focus particulier pour vous montrer le type de travail que nous avons fait. Là, c'est la question du raccordement un petit peu compliqué sur la partie haute de la cellule, au niveau de Saint-Hilaire. Comment se raccorder par rapport à l'axe voie verte Vélo-Sénie Paris-Mont-Saint-Michel, et notamment voir, ce qui était une demande de la commune de Saint-Hilaire, comment faire en sorte que tout ce nœud de raccordement donne une valeur ajoutée aussi au site des étangs, au site des plans d'eau, de façon à ce que ce site des plans d'eau attire demain des visiteurs aussi qui ne sont pas que des visiteurs locaux, mais qui sont des visiteurs passables, mais aussi des gens qui viendront, qui auront anticipé, je dirais, leur déplacement et qui seront invités par ces cheminements à venir sur ce site. Le même travail a été fait sur la partie sud, c'est-à-dire le raccordement entre Saint-Hilaire, la partie haute de la Célune et les loges Marchis, sur l'arrivée de la voie verte qui vient de Fougères. Donc là, c'est le même type de réflexion avec des itinéraires qui ne seront pas évidemment forcément en site autonome, en site propre, parce que là, on est avec des complexités d'intégration dans le tissu urbain qui ne le permettent pas. On a regardé aussi, je n'ai pas la diapo là, mais comment par exemple assurer un lien pour les pratiquants du tourisme équestre entre le lycée agricole de Saint-Hilaire et puis le haut de la vallée de la Cellule, puisque là il y a des potentialités qui s'offrent, notamment avec l'ancien tracé du chemin de fer. Le même travail a été fait ici, alors là c'est plus facile parce qu'il avait déjà été largement réfléchi sur Ducé, donc pour effectivement assurer ce liaisonnement entre là aussi la voie verte et l'Océanie et puis la partie basse que vous voyez en bas à gauche de l'écran, avec un projet de cheminement, de liaison qui va traverser évidemment le site du château, et vous verrez après qu'on attache beaucoup d'importance à ce que là aussi le pôle du château sur Ducé acquiert, je dirais, plus d'attractivité qu'il en a aujourd'hui. Alors là, je vais passer très vite, c'est simplement, je vous ai remis ces images que vous n'avez pas dans le document, simplement pour que vous puissiez comprendre de façon un petit peu plus détaillée, mais il y a encore un niveau de détail supplémentaire que je vais vous épargner. C'est sur chacune des sections, en fait, les repérages qui ont été faits, avec à certains moments donc les identifications des passages sur la cellule qui seront nécessaires, à certains moments des points de faiblesse ou des points de complexité sur lesquels il faudra attirer l'attention des futurs maîtres d'œuvre, et puis toujours avec cette tentative-là un peu difficile sur cette section, par exemple, de voir comment on peut avoir un cheminement qui ne soit pas en fond de vallée, mais là, à cet endroit-là, on est très, très, très à l'étroit. Et puis ensuite, si je descends, on a fait le même travail là, entre le pont de République la Ville, ensuite sur le même travail sur la section la Ville Bois-d'Isigny. Vous pouvez remarquer aussi qu'on a été attentif au fait que les cheminements puissent tangenter au maximum les lieux qui sont aujourd'hui des lieux d'activité économique.
On peut le voir ici notamment en amont immédiat du barrage. Vous savez qu'il y a l'auberge du lac qui se trouve là. Donc là, on est attentif à ce que le cheminement ne soit pas trop éloigné et que, effectivement, grâce à un cheminement qui viendrait au plus près de l'auberge, on puisse avoir un point d'appel en fait sur le site de l'auberge. Mais il en est de même, bien évidemment, au niveau de la Masure, au niveau du parc de l'Ange-Michel et des autres sites. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est simplement que vous compreniez un petit peu quelle a été la démarche sur l'ensemble de la vallée. On verra tout à l'heure que sur Lucé, il y a une proposition de mise en valeur de plan d'eau. Là aussi, l'idée, c'est que si cette mise en valeur demain voit le jour, qu'on puisse proposer un itinéraire, une variante qui permette de relier ce terrain de plan d'eau. Alors, j'ai souhaité mettre cette image aussi parce qu'elle est très importante. Il se trouve que moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur des différentes sections de la Loire à vélo. Et bon, pas du tout, mon propos n'est pas de dire que demain vous aurez une attractivité aussi forte que la Loire à vélo. C'est pas ce que je veux vous dire, mais par contre, il y a une expérience vraiment importante à tirer de la Loire à vélo, c'est qu'ils n'avaient pas du tout suffisamment anticipé tout ce qui était produit d'accompagnement, offre de services associés à la Loire à vélo. Et sur certains des territoires traversés par la Loire à vélo, ça a été vraiment un problème. Ils ont été très très vite victimes en quelque sorte de leur succès. Et c'est vrai que je pense à un territoire notamment aux portes de Nantes, la Loire-Divat, qui est ouvert avec un itinéraire, une variante qui est ouverte depuis 2 ans, où immédiatement, on va dire la large majorité des usagers de la Loire à vélo a changé de rive parce que c'était beaucoup plus attractif de l'autre côté. Ceci dit, on est en... Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais on est au pied de la digue, au pied de la jetée. Il y a au-dessus toute une série de restaurants bien connus des Nantais. Et en fait, les gens qui passent à vélo n'ont aucune vision sur les restaurants. Il n'y a aucun appel alors que les restaurants sont juste au-dessus, mais tout simplement, visuellement, ils ne voient pas. Et lorsqu'ils font le pas de côté, je vous raconte ça pour que vous compreniez bien, c'est concret, c'est du concret, du vécu. Un certain nombre de restaurateurs, très vite, ont été confrontés à des problèmes auxquels ils n'avaient pas de réponse, c'est-à-dire ils voyaient arriver des gens qui avaient quand même du pouvoir d'achat, mais qui leur demandaient où est-ce qu'on met notre vélo, bon ça encore c'est pas le plus compliqué, où est-ce qu'on met nos sacoches parce qu'on a tout notre matériel dedans. Ils arrivent avec souvent des chaussures avec des crampons, parfois un peu crottés. Bon, et là je vous parle de ça parce qu'il faut anticiper tout ça. Si demain on veut que effectivement ces cheminements qu'on est en train d'imaginer ne soient pas simplement une offre, je dirais, de balade, mais aussi qui est derrière quand même des retombées économiques, il faut anticiper sur le fait que les acteurs économiques qui existent, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, et ceux qui pourraient être demain, aient bien pris en compte les demandes. Et il y a des demandes concrètes. Par exemple, quand on parle d'itinérance équestre, c'est pas la peine d'aller imaginer l'itinérance équestre si sur 20-25 km, on n'a pas la possibilité à mi-chemin d'offrir du gîte équestre, par exemple. Alors, il y a déjà une ou deux structures sur votre territoire qui offrent cette possibilité, mais c'est tout à fait insuffisant si demain on veut vraiment développer l'itinérance équestre. Donc il faut réfléchir à tout cela, et ça prend en compte aussi des choses qui existent pas loin de chez vous. Là, on a été prendre notamment ces exemples-là d'aires de pique-nique, de toilettes sèches, loge marchis. Bon, c'est des exemples. Ça veut dire que dans le projet, on n'a pas simplement chiffré ou aborder la question des cheminements, mais on a aussi chiffré et abordé la question de toute l'offre de services qui va autour. C'est de l'aménagement, et c'est aussi de l'immatériel, c'est-à-dire comment on accompagne, comment on aide les prestataires de services, ceux qui voudraient demain s'installer, par exemple des loueurs de vélo, ou des gens qui ont aujourd'hui déjà une offre d'hébergement, comment on les accompagne pour qu'ils adaptent leur offre par rapport au type de public que je viens d'évoquer. Le point qui suit, c'est le volet agricole. Alors il est un petit peu plus compliqué à présenter parce que moins illustré par nature. Il y a, il faut le savoir, je ne sais pas si ça vous a été remis dans le document, mais il y a un plan d'action agricole donc, qui a été élaboré par la DASEA. Et j'en présente vraiment là une synthèse. Je crois que vous l'avez, hein, vous avez le document en annexe. Hein.
Voilà. Donc ça me permettra de peut-être après la réunion de vous y plonger pour regarder les choses un petit peu plus dans le détail. Le plan d'action est quasiment finalisé hein, sur la partie agricole. Simplement, ce que j'ai voulu là, au travers de ces 3 diapos qui l'évoquent, c'est vous donner un petit peu l'état d'esprit général de cette partie, de ce volet plan d'action agricole. Les objectifs, on les retrouve ici. C'est construire une identité territoriale permettant de valoriser et développer le potentiel économique des exploitations agricoles sans remettre en cause l'agriculture existante. Alors pourquoi cette formulation il a pu nous être reproché à un moment donné, ou à notre partenaire, de peut-être trop concentrer la réflexion du plan d'action agricole sur la diversification. La priorité, c'est quand même déjà évidemment de consolider l'existant. Donc avant de parler de diversification, avant de parler éventuellement même de circuits courts ou de choses de cette nature, il faut déjà consolider l'existant et la réalité agricole du territoire. La démarche qui est proposée et qui a déjà été amorcée par une réunion, un atelier qui s'est tenu, moi je n'y étais pas, mais il y a quelques semaines, avec les riverains. Donc ça c'était la première étape, c'était vraiment de prendre le temps d'être à l'écoute des riverains exploitants agricoles. Donc ça c'est une étape qui a été franchie. Donc associer les exploitants agricoles à la dynamique du territoire, à la construction de son identité, conforter les exploitations en circuit long et accompagner aussi l'évolution des pratiques, notamment, on va en parler après, avec les MAEC, mais je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle connaisse les MAEC, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Il y a des gens mieux placés que moi dans la salle pour en parler, mais je vous expliquerai au moins peut-être ce que veut dire à tout au moins ce titre. Participer à l'attractivité touristique du territoire au travers de l'offre agricole, on verra juste après ce que ça peut signifier. Engager une concertation pour favoriser la circulation de tous les usagers sur le territoire agricole. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Si l'on veut développer notamment les cheminements vélo, la pratique du vélo, il faut aussi que cette mixité de pratiques sur les chemins agricoles notamment puisse être bien gérée. Développer les énergies renouvelables autour des filières bois-énergie et de la méthanisation. Développer les politiques contractuelles s'inscrivant dans la durée. Et puis construire des filières courtes répondant à un marché quantifié et qualifié. Tout cela ensuite se retrouve au travers de 20 actions qui sont développées donc, dans le document que vous avez sous les yeux en annexe. Donc simplement, là j'ai rappelé les titres de ces 20 actions. Elles sont regroupées par sensibilité. Les 2 premières, donc réaliser des audits stratégiques pour l'exploitation riveraine des terrains exondés, valoriser les bonnes pratiques, encourager les bonnes pratiques, tester et diffuser des pratiques innovantes en lien avec la zone exondée. Donc là, ça passe notamment par les JI2E, donc les groupements d'intérêt économique et environnemental. Donc en 2 mots, ce sont des collectifs en fait d'agriculteurs qui s'engagent sur un programme pluriannuel sur des modifications, des consolidations de leurs pratiques agricoles et sur des objectifs qui sont à la fois sur des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Le 3e point, je ne reviens pas dessus, c'est assurer la circulation des usagers sur le territoire. 4e point, déployer un programme de MAEC à enjeux localisés et associé à ça, faciliter l'accès au MAEC système. Alors, les MAEC quand même, puisque j'ai introduit ça, je dis au moins de quoi il s'agit. Donc ce sont des mesures, alors c'est lié à la PAC 2015, hein. Donc ce sont des mesures agricoles, agro-environnementales et climatiques. Donc simplement la nuance entre les enjeux localisés et les MAEC systèmes, c'est que sur l'enjeu localisé, on intervient vraiment sur des micros, sur la parcelle, à l'échelle de la parcelle. Et au niveau des MAEC systèmes, on est sur l'échelle d'une exploitation. Donc vous voyez que là, la différence par rapport au GI2E, c'est qu'on est à l'échelle d'une exploitation d'une parcelle et non pas sur un collectif d'exploitation d'agriculteurs. Valoriser, 6e point, valoriser, tester, diffuser les pratiques innovantes, s'inscrivant dans la triple performance. Alors la triple performance, tout ça, ça implique beaucoup de jargon. Hein. C'est la performance économique, c'est la performance sociale et c'est la performance environnementale. On retrouve les éléments fondateurs du développement durable. Le 7e point, appréhender le potentiel du marché en vente directe et par produit, c'est lié aux points qui suivent, développer une politique contractuelle d'approvisionnement local, accompagner la transformation à la ferme et la commercialisation en circuit court, accompagner la transformation collective des produits agricoles quand c'est possible,
Accompagner la création de magasins producteurs, sachant qu'évidemment, là, il y a besoin, avant ça, de faire une étude de marché avant de se lancer sur ce type de dispositif. Et bien évidemment, tout ce que j'évoque là ne peut exister qu'avec, évidemment, une mobilisation, une participation, ça va de soi, du monde agricole et des agriculteurs qui sont concernés. Les points 12 et 13, créer et actualiser un référentiel socio-économique sur le potentiel commercial des différentes activités agritouristiques. Ce qu'on entend par agritouristique, c'est notamment, mais pas seulement, l'hébergement, alors j'allais dire à la ferme, parce que c'est un mot un peu raccourci, c'est l'hébergement, on va dire, sur l'exploitation, avec un certain nombre de labels, un certain nombre d'entre vous, bien sûr, connaissent, comme bienvenue à faire, mais ça peut être aussi tout simplement, enfin plus simplement, prosaïquement, la création de chambres d'hôtes, de la création de gîtes sur une exploitation. Les points qui suivent, pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent sur des audits de diversification. La diversification, ça n'est pas uniquement la vocation touristique, on s'entend bien. Et puis sur la mise en place d'un accompagnement personnalisé à la diversification, tout ça a été chiffré dans le plan d'action agricole. Les points qui suivent sont liés au développement durable, développer une politique contractuelle dans la filière bois-énergie, mettre en place un programme de plantation et création d'un plan de gestion du bocage, avec des choses qui existent déjà sur ces domaines, accompagner les projets de méthanisation agricole ou mixte, faire en sorte que ce territoire prenne sa place comme un lieu référence, comme un lieu d'expérimentation aussi, par rapport à ces différentes pistes. Aider les collectivités pour conforter le programme d'action agricole, alors, notamment quand on parle de circuits courts, quand on parle de diversification, il ne faut pas simplement sensibiliser les producteurs et les exploitants. On pense spontanément aux habitants, mais aussi il faut penser aux collectivités qui, évidemment, dans ce domaine, doivent aussi quelque part montrer l'exemple, entre guillemets, évidemment. Le dernier point, là aussi on aurait pu le mettre en premier, comme la même remarque que tout à l'heure, c'est l'animation globale, la promotion d'informations autour du plan d'action agricole. Encore une fois, ce plan d'action n'existera pas s'il n'y a pas évidemment une réappropriation du monde agricole sur ces différents objectifs. Le volet suivant, il est très lié à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le paysage, mais aussi sur la question des cheminements et aussi sur la question agricole, c'est le volet pêche. Il y a eu beaucoup de réunions pendant cette année passée autour de cette question de la pêche, du devenir de la pêche. Évidemment, il est clair que l'arasement des barrages va évidemment porter un coup à certaines pratiques de pêche qui existent aujourd'hui. Il ne s'agit pas, quand on dit compenser la disparition des lacs pour certaines des pêches, de parler en vérité de compensation, de substitution. C'est vraiment une compensation partielle. On a essayé de voir quelles pouvaient être les hypothèses avec des solutions les plus proches possibles géographiquement. Donc là, ça concerne évidemment notamment la pêche au blanc, la pêche au carnassier, vous en doutez. Donc, avec des solutions qui concernent à la fois d'autres secteurs, la valorisation d'autres secteurs du département, mais surtout la création d'une offre locale nouvelle. Et là, en l'occurrence, je fais référence à des hypothèses de travail sur les actuelles carrières de Ducé. Certains d'entre vous, j'imagine, connaissent ces sites. Et donc là, on s'est rapproché du carrier. Il y a eu déjà des contacts qui se sont faits. Il reste des contacts maintenant à affiner avec les collectivités concernées. Là, il pourrait y avoir effectivement quelque chose d'intéressant. J'en parlerai juste après, un petit peu plus dans le détail. Bien évidemment, il y a toute la question de la gestion des futures populations de poissons migrateurs, qui ne concerne pas que les saumons d'ailleurs. Et puis, la gestion du linéaire public restitué après l'effacement des barrages à des fins de développement du loisir et du tourisme pêche. Il y a la question de la gestion à l'échelle du bassin versant à l'amont et à l'amont des actuels lacs, c'est-à-dire là c'est tout l'enjeu autour de l'amélioration de la qualité du milieu, de la continuité écologique, développer et valoriser la population de truites fario, anticiper l'arrivée des migrateurs. Notre expert pêche a beaucoup insisté sur cette question de l'anticipation. On a souvent du mal sur cette question-là à se projeter à plus 3 ans, plus 5 ans, voire plus évidemment.
Et les exemples ou les retours d'expérience qu'on peut avoir sur d'autres territoires en France montrent qu'il faut anticiper le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle un atelier, un groupe de travail sur la thématique de la pêche a été réuni. Il s'est déjà réuni au moins une reprise, en tout cas dans sa formule complète. L'objectif, c'est qu'au cours des mois qui viennent, ce groupe de travail, d'ailleurs renforcé avec des acteurs de la partie maritime, puisse travailler sur tous les points que je suis en train d'évoquer et ceux qui vont suivre. Il y a aussi un point important, là c'est plus une piqûre de rappel, c'est l'organisation, la valorisation, le comptage et la capture du poisson migrateur à des fins scientifiques. Vous savez qu'il y a tout un projet très ambitieux au niveau scientifique sur cette question-là. Et puis c'est le dernier point, là aussi il est important, c'est le bon partage de l'espace avec les autres activités. J'ai beaucoup parlé tout à l'heure des randonneurs, j'ai un petit peu parlé, mais pas beaucoup, des kayakistes. Il est clair qu'il faut que tout le monde puisse trouver sa place et qu'il y ait évidemment une charte de bonne conduite, je dirais, entre les différents usagers dans leur variété de la vallée de la Seine. Simplement pour en finir sur cette thématique de la pêche, donc à terme, la question de la valorisation de la pêche du saumon et des autres produits de pêche, notamment en plan d'eau, devront permettre suffisamment de retombées directes, économiques, puisqu'on parle de valorisation socio-économique, notamment par l'intermédiaire des droits de pêche, pour aboutir à un autofinancement à l'essentiel des actions nécessaires à la bonne gestion halieutique. Ça, c'est l'objectif qu'on doit se donner. Notamment, là, il s'agit de faire face à des coûts qui ont à voir avec l'accueil, les garderies, l'entretien léger des parcours, l'animation. Cette bonne gestion halieutique doit être pourvoyeuse de retombées économiques, plus ou moins directes pour le secteur d'études, liées au tourisme pêche. Et ça ne concerne pas uniquement la pêche en direct, c'est aussi la restauration, l'hébergement, les services de guidage, les activités pour les accompagnants. Les autres territoires ailleurs en France ou en Europe qui ont développé ce tourisme de pêche montrent qu'il y a aussi à se préoccuper des accompagnants. Et il faut une offre qui soit la plus variée et plurielle possible à ce niveau-là. Le dernier atelier pêche a proposé de poursuivre la concertation avec le groupe constitué pour les circonstances. Toutefois, compte tenu du nombre de sujets abordés et de la complexité de certains d'entre eux, les groupes de travail thématiques doivent être constitués, des réunions spécifiques organisées. Donc ça, je dirais que c'est le travail qui reste à faire, avec, là c'est le dernier point, des thèmes à traiter en priorité, la gestion innovante de la ressource, saumon. Là, vous devez être exemplaire, bien évidemment, à l'échelle nationale, voire au-delà. Donc un plan de gestion terre-mer des populations de poissons migrateurs, car là on ne peut pas réfléchir, ça va de soi uniquement sur la partie de la cellule que j'évoque depuis tout à l'heure, on peut se réfléchir avec notamment aussi la partie aval, et les questions qui se posent en B, et puis l'animation autour de la capture à des fins scientifiques, ça je vais juste y revenir après. Le point 5, donc, c'est la valorisation, la mise en valeur des portes d'entrée. Il est important, s'il y a une ambition touristique ou écotouristique, à tout au moins, sur la vallée de la Cellune, que les visiteurs puissent aborder la vallée de la Cellune, bon, comme ils le font certes déjà aujourd'hui, mais avec une invitation plus forte que celle qui existe aujourd'hui, à partir des deux portes d'entrée naturelles que sont Ducé et Saint-Hilaire, en aval et en amont. Sur Ducé, bien évidemment, la proposition consiste là à valoriser davantage le site du château. C'est un site que nous avons trouvé remarquable, notamment lorsqu'on a la possibilité, l'opportunité de rentrer à l'intérieur du château, qui là offre des découvertes tout à fait insolites. Mais je dirais, et ça je l'ai répété dans plusieurs des ateliers, plus aucun château aujourd'hui peut prétendre à une ambition touristique, ne peut faire l'économie d'avoir un positionnement différenciant. Même les grands châteaux de la Loire sont obligés aujourd'hui de se différencier d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a une concurrence évidemment de plus en plus forte entre les destinations et notamment sur l'offre au château. Aujourd'hui, notre propos, c'est de dire que la thématique Montgomery, c'est une thématique qui, pour nous, est trop confidentielle et qu'il faut trouver un positionnement plus large. Et la proposition qui est faite, c'est de tirer parti des ressources en matière de décors floraux qui existent à l'intérieur, qui sont tout à fait remarquables, et le fait que Ducé soit déjà une ville fleurie, pour
explorer une thématique très particulière qui est celle de l'art floral. L'art floral qui couvre à la fois une dimension historique, mais aussi aujourd'hui contemporaine, avec la possibilité d'organiser autour de cette thématique des événements, d'organiser des expositions, de faire venir des artistes. Et on peut décliner ça même jusqu'à un point sur lequel j'ai travaillé l'année dernière dans la baie de Somme, qui est la cuisine autour des fleurs, par exemple, qui aujourd'hui séduit de plus en plus de monde. Une seconde proposition concernant Bucer, c'est celle qui apparaît ici à l'écran, c'est celle de tirer parti d'une partie du volume de l'aile de la dépendance du château. Vous savez que l'Office du tourisme vient de s'installer dans cette aile, et il nous paraîtrait très intéressant de tirer parti du volume qui est situé à droite, à l'extrémité droite de l'aile, pour accueillir un dispositif tout à fait réversible, j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas de faire un musée, il ne s'agit pas de faire un espace d'évocation qui va figer les choses, et c'est simplement de dire on pourrait tirer parti du volume pour avoir un dispositif de projection, donc avec une grande toile, ou simplement sur les murs d'ailleurs, on peut le faire aussi sur les murs, avec une invitation un peu forte, avec des images fortes, pour découvrir la cellule dans toutes ses dimensions. C'est vraiment une mise en bouche des ressources, des trésors de la cellule, avec la possibilité d'une configuration qui permettra, c'était le souhait de la commune, en journée par exemple d'avoir ce dispositif en haute saison, et le soir d'utiliser l'espace pour une réunion, pour une réception. C'est tout à fait compatible. En tout cas, c'est vraiment l'idée d'avoir une porte d'entrée poétique et un peu fantastique sur les secrets de la cellule, avec des images projetées grand format. Le troisième point concernant Ducé, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure rapidement, c'est le fait que dans le projet scientifique qui est en cours de travail sur la cellule, il est bien prévu une station à vocation scientifique et pédagogique. La proposition que nous faisons, et nous avons échangé bien sûr là-dessus avec les personnes concernées, c'est le fait de pouvoir implanter à proximité immédiate du château, pour pouvoir venir encore densifier l'offre sur ce secteur, sur ce territoire, cette station qui aura donc à la fois une vocation scientifique, de comptage, de piégeage, d'observation du retour des populations migrateurs, mais aussi de vocation pédagogique et de sensibilisation au grand public. Et puis le quatrième point, c'est ce que j'ai évoqué là aussi tout à l'heure très vite, c'est le fait que sur Ducé, on a un site de carrière aujourd'hui qui présente un potentiel relativement intéressant pour pouvoir demain faire l'objet, en fin d'exploitation, d'une réhabilitation à vocation halieutique. Donc création d'un réservoir destiné à la pêche, à la mouche notamment, avec la possibilité d'avoir une surface totale en eau de 6 hectares. Alors bien évidemment pour les pêcheurs qui seraient dans la salle, j'entends bien qu'on est loin de pouvoir compenser, c'est une évidence, l'offre qui existe aujourd'hui, mais c'est une solution, encore une fois, de compensation, en tout cas celle qui est apparue la plus possible, la plus probable sur ce secteur. Et puis sur Saint-Hilaire, là je vais passer vite, mais il y a aussi une série de propositions qui sont faites pour améliorer la situation écologique des plans d'eau de Saint-Hilaire, avec la mise en valeur et l'aménagement des plans d'eau, à la fois pour les pêcheurs, mais aussi pour des publics non pêcheurs, notamment avec la possibilité, pour ceux qui connaissent, sur les zones qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire des zones qui sont des zones humides, alors pas en ce moment, je l'entends bien, pas ce mois de juillet 2015, mais on a des zones qui sont potentiellement des zones humides, qui pourraient faire l'objet d'un aménagement, et un aménagement à destination d'un public relativement large, et pas seulement là bien sûr des pêcheurs. Le point suivant, c'est le pôle de la Masure que nous avons regroupé et rapproché, ce qui nous semblait évidemment logique, du parc de Lens-Michel. Alors, M. Badou, tout à l'heure en introduction, vous rappelez que le travail sur lequel nous avons avancé le plus vite, effectivement, c'était au cours de l'été dernier sur cette question de la Masure, puisque avant d'imaginer des développements, je dirais, post-arasement, il faut déjà évidemment pérenniser, la priorité c'est pérenniser les emplois qui existent aujourd'hui.
Et le pôle de la Masure est bien sûr là le pôle qui sera le plus impacté par l'effacement des barrages. Donc là, la préoccupation, je ne reviens pas sur tout le travail qui a été fait en partenariat avec l'équipe de la Masure, c'était de voir comment on pouvait sauvegarder à minima, là aussi c'est de la compensation, hein, c'est pas de la substitution, hein, comment on pouvait compenser à minima une grande partie de l'activité aujourd'hui pourvoyeuse de ressources financières pour la Masure, qui est la pratique de l'initiation pour les groupes de jeunes qui viennent à la Masure, de l'initiation, de la sensibilisation à la pratique, de la découverte du canoë-kayak. Donc là, la solution qui est apparue la plus réaliste, même si elle peut apparaître un peu compliquée, c'est celle de la création d'un plan d'eau multi-activité nautique de l'ordre d'un petit peu moins d'un hectare, qui soit non impactant sur la cellule, donc non situé évidemment dans le lit mineur, et encore moins dans lit majeur, et encore moins dans le lit mineur de la cellule. Avec ce que vous voyez apparaître ici en bas à gauche, alors c'est un schéma d'intention à ce stade. Pour ceux qui connaissent, donc on est situé sur les parcelles qui se trouvent au-dessus de la salle, je ne sais pas comment on l'appelle, multi-activité, je crois, de la Masure. Il y a un autre point très important sur la Masure, c'est que pour nous, il n'y a pas de pérennisation et de développement possible du site de la Masure sans une remise aux normes et une réhabilitation des bâtiments d'hébergement. Donc ça, tout ça a été détaillé et chiffré. Et puis, il y a un troisième point sur la Masure, c'est une proposition complémentaire qui concerne l'aménagement sur un secteur de la Masure d'un jardin d'eau pédagogique et ludique sur environ 1,5 hectare en contrebas du site précédent. Sur la Masure, on est sur un pôle qui, du point de vue de l'activité économique, est important, mais c'est aussi un pôle qui est important parce qu'il est structurant à l'échelle du linéaire de la Masure. Et il est intéressant parce que, à l'échelle du linéaire de la cellule, pardon. Et il est intéressant parce que vous avez ce vis-à-vis entre le site du parc de l'Ange Michel, qui, je vous le rappelle aujourd'hui, est le site qui fait venir le plus de visiteurs payants sur tout le secteur de la cellule, et qui aujourd'hui, effectivement, est un peu déconnecté de la partie basse de la vallée de la cellule. Donc l'enjeu là, avec le réaménagement de la partie basse, ça serait de pouvoir relier davantage les deux sites de la Masure et du parc de l'Ange Michel, à la fois bien sûr avec la possibilité d'avoir un franchissement pour tous à ce niveau-là en fond de vallée, mais aussi, et ça méritera d'être étudié sur le plan technique et financier, en tout cas c'est une proposition qui est maintenue à ce stade, le fait de créer un lien physique entre les deux sites sous la forme d'un dispositif de type tyrolienne, et puis aussi d'accompagner le parc de l'Ange Michel sur des propositions de réhabilitation, de rénovation, de remise aux normes de dispositifs ludiques à l'intérieur du parc, avec une proposition de notre part qui est de favoriser au maximum le lien entre la partie haute, par laquelle on accède aujourd'hui sur le parc, avec la partie basse, et réfléchir, même si on est bien conscient des questions que ça peut poser en termes de fonctionnement et d'exploitation, mais réfléchir à la possibilité peut-être ponctuelle, saisonnière, d'avoir aussi un accès par la partie basse sur le parc de l'Ange Michel. Le point suivant, c'est le pôle de Vezin. Alors, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce projet qui vous est présenté s'inscrit dans le scénario de l'arasement des barrages. On pourrait, et c'est aujourd'hui une des perspectives retenues, dans cet arasement, dans ce chantier d'arasement, faire disparaître tous les témoins de cette histoire longue des barrages de la vallée de la cellule. Notre proposition, c'est d'essayer de garder je dirais des parties témoins de cette histoire, à la fois en termes d'objectifs, je dirais plus en termes de mémoire et d'histoire, de découverte scientifique, mais aussi pour venir être point d'appui, support à des dispositifs loisirs, outdoor et de découverte. Alors, une première hypothèse qu'on a explorée, plutôt que les services de l'État ont exploré à notre demande vraiment jusqu'au bout, c'était de pouvoir retenir
l'hypothèse qui nous semblait a priori séduisante de garder le bâtiment principal du barrage de Vezins. On a bien compris au travers des expertises qui ont été faites que ça serait très compliqué, très coûteux et voire impossible techniquement. Donc la proposition qui est faite, c'est de garder par contre le petit bâtiment des bureaux qui est moins intéressant sur le plan structural, mais qui par contre présente moins de complexité technique. Et puis aussi, comme vous le voyez sur cette image, en bas à droite, encore une fois, ça n'est qu'une... c'est pas une esquisse, hein, je réinsiste là-dessus, ce schéma, ce croquis d'ambiance. C'est l'idée de garder plusieurs travées du barrage de part et d'autre pour venir faire s'appuyer dessus une passerelle qui permettrait de relier les deux rives. Mais aussi, ce que vous voyez à l'image ici, alors ça c'est pas une image montage, hein, c'est une photo d'un site qui existe aujourd'hui. Vous avez plusieurs barrages actuellement en France et vous avez aussi des sites d'anciens forts militaires. Là on est au fort des Rousses, dans le Jura, mais je pourrais citer au Soir, en Savoie ou ailleurs, des via ferrata, des circuits un petit peu aventure qui viennent en fait se servir des supports des structures préexistantes pour effectivement offrir un parcours d'escalade ou un parcours aventure. On peut très bien imaginer, comme on le voit ici à l'écran, au travers de ces différentes photos, en tout cas c'est l'objectif, c'est que faire qu'à l'intérieur de ce bâtiment préservé des bureaux, on ait un mixte en fait entre d'une part une partie valorisation patrimoniale, avec l'idée, en tout cas nous on se battra là-dessus pour qu'on puisse trouver des solutions techniques pour ça, c'est garder une ou plusieurs machines du bâtiment principal et de les présenter, le cas échéant, à l'intérieur du bâtiment des bureaux. Donc là, c'est plus une partie mémoire, avec une dimension lieu d'évocation scénographié. Et puis, ce que vous voyez en bas à droite, c'est d'avoir un mix entre dimension culturelle et dimension loisir, c'est-à-dire faire en sorte que la partie ludique, la partie aventure puisse commencer, démarrer, dès l'intérieur du bâtiment, pour se prolonger à l'extérieur. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus, la possibilité d'avoir aussi à l'extérieur des implantations de type land art ou installation artistique ou ludique. Le 8e volet, c'est le volet hébergement touristique. Alors, je l'ai déjà abordé concernant la masure, mais je n'ai pas été complet sur la masure parce que j'ai fait principalement référence à la partie qui est aujourd'hui en DSP et qui a une vocation d'accueil de classes découvertes, de classes thématiques, mais il y a aussi les gîtes communaux. Donc là, sur la partie hébergement touristique, la première priorité, évidemment, c'est déjà de sauvegarder, de pérenniser les structures existantes et d'accompagner les éventuels porteurs de projets des lieux existants. Donc c'est pour ça que vous voyez à l'écran, d'une part, le village de gîte du Bel-Orient. Donc là, il y a tout un projet de rénovation, de remise aux normes, de la même manière que je l'ai évoqué pour la masure, sur le Bel-Orient, avec la possibilité de reconquérir le public familial qui ne vient plus par l'installation d'une piscine, notamment, mais pas seulement. Les gîtes municipaux de la masure, et là je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple le gîte équestre, il nous faut, au niveau de la masure, quelque part, avoir la possibilité, là où on se situe par rapport à la vallée de la Sélune, d'avoir une halte équestre. Donc ces gîtes-là pourraient être très adaptés pour ça. Et puis l'image que vous voyez en bas, un petit peu insolite, mais je tenais quand même à la faire apparaître, c'est porteur de projet qui existe sur le territoire, c'est l'autre café, qui a un projet donc, on va dire alors qu'il est intitulé Chambre à part, mais qui est un projet d'hébergement insolite. Donc là aussi, pour moi, ça fait partie de la priorité déjà, partir avec les acteurs qui existent sur le territoire. Et puis, en deuxième temps, c'est développer la capacité d'accueil sur cette vallée de la Sélune en favorisant la création de nouvelles structures avec un positionnement là qui est suggéré, qui est proposé. Vous êtes aux portes d'un des sites les plus connus au monde, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, et vous avez des clientèles françaises, européennes, nord-européennes, qui sont intéressées à pouvoir séjourner à proximité d'un lieu comme le Mont-Saint-Michel, mais ces clientèles ne sont pas forcément satisfaites, je dirais, d'une offre, alors banalisée, c'est un mot un petit peu péjoratif, mais d'une offre classique telle qu'elle existe aujourd'hui, et sont à la recherche d'une offre qui peut être un petit peu à distance,
en rétro-littoral, par rapport au Mont-Saint-Michel, mais avec l'attractivité, la proximité de la mer, de sites forts, tout en se situant un petit peu en retrait, sans être très loin, avec une accessibilité assez facile. Et à ce moment-là, on peut toucher là et on peut cibler ce qu'on va appeler la clientèle de l'écotourisme. Et dans l'écotourisme, et quand on dit hébergement nature, vous avez toutes les gammes possibles. Et là, j'ai voulu volontairement mettre en regard deux choses assez différentes. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle le pod, qui se développe de plus en plus. Ça vient d'Amérique du Nord, ça vient notamment des réserves et des parcs nationaux américains et canadiens. C'est tout simplement, en vérité, une tente en bois avec à l'intérieur un lit, et rien de plus. Sauf que vous touchez là des clientèles qui ont envie d'un minimum de confort, mais sans être dans une configuration de camping ou d'hébergement en dur avec tous les services sur place. C'est intéressant parce qu'il y a un retour sur investissement, et là on parle d'économie quand même, qui est, nous on a étudié ces modèles économiques-là, on accompagne actuellement des porteurs de projets, notamment en Corse, sur ce type de projet. On peut utiliser les bois locaux, donc en termes de développement durable c'est intéressant, et c'est quelque chose qui est rentabilisé très très rapidement, à la différence par exemple de l'investissement sur l'hébergement dans les arbres ou en roulotte, où là il faut vraiment monter les prix pour pouvoir rentabiliser. Et puis ce que vous voyez en haut, je dirais c'est autre chose, c'est complètement différent même si ça ressemble, mais là on est vraiment sur du lodge, c'est-à-dire on est sur du haut de gamme, où on est sur du vrai bioclimatique. Et attention, il ne suffit pas de faire un hébergement en bois pour que ce soit bioclimatique, ça les touristes du nord de l'Europe ne seront pas à voir, et malheureusement on est très en retard en France par rapport à nos voisins suisses, autrichiens, sur ces questions-là, et même certains pays d'Europe de l'Est qui sont en train de réfléchir très sérieusement à ce type d'offre, et nous on est très en retard, et souvent on pense qu'il suffit de faire du bois et de faire en bois pour que ce soit vécu comme de l'hébergement nature, ce qui correspond à autre chose. En tout cas là il peut y avoir aussi ce type de projet d'hébergement nature. Là, l'objectif, c'est pas, pour nous en tout cas, l'idée c'est pas que les collectivités investissent là-dessus, mais par contre, que les collectivités soient, je dirais, associées à un appel à projet auprès d'investisseurs qui peuvent être intéressés, non pas uniquement par tout ce que j'ai présenté depuis tout à l'heure, bien que quand même, le fait d'avoir 20 km de linéaire possible, ça y participera, mais surtout évidemment avec la proximité du Mont-Saint-Michel. Et le dernier point, ou l'avant-dernier, c'est le volet animation. Ouais, le volet animation et communication en phase chantier. Alors, c'est pas à prendre à la légère, bien évidemment, je ne veux pas détailler, vous comprendrez très bien pourquoi. Il ne s'agit pas que pendant la phase de chantier, finalement, les visiteurs qui venaient en vallée de Sélune s'en détournent. Il faut que pendant cette phase de chantier, il y ait des animations, il y ait de l'attractivité, qu'il y ait de l'information sur le chantier. Et je rappelle juste l'exemple que j'ai cité lors du dernier COPIL, barrage de Saran, en 2014, pendant les quelques mois de vidange, 30 000 visiteurs. 30 000 visiteurs, parce que en amont, ils ont anticipé, en faisant de cette phase de chantier un événement en soi. Et ce que vous voyez ici au travers de différentes illustrations, c'est ce qui est possible à développer. Dernier point sur ce volet-là, c'est aussi de penser aux nouvelles technologies, au fait qu'on peut, au-delà des cheminements, c'est pas parce qu'on est sur des cheminements qu'on vient chercher du repos de la tranquillité qu'on peut pas avoir aussi quand même, à un moment donné, un petit peu d'apport multimédia, notamment par le biais de signalétique avec un dispositif QR code ou d'autres choses que vous connaissez tout aussi bien que moi. Le volet financier, il est un petit peu compliqué à vous présenter en 3 minutes. Donc ça, vous avez, je crois, normalement, je le vois d'ailleurs, je suis sûr, la décomposition, et je suis sûr que vous allez regarder tout ça très en détail, et c'est bien normal. Simplement, et ça, je ne suis pas forcément le mieux placé pour le présenter, je ne sais pas si Mme Noquet a le temps, ou M. Badiou, d'en dire deux mots. Ce qui est important, c'est de dire qu'on ne s'est pas contenté à ce stade-là, vous l'avez bien compris, de chiffrer les choses, parce que chiffrer, c'est facile. Ce qu'il faut, c'est voir comment les choses sont financées. Donc là, je vais peut-être passer la parole à M. Badiou pour finir cette présentation, parce que je pense qu'il sera mieux placé que vous. Merci, monsieur Roche.
En effet, la présentation, même si elle a pris plus d'1 heure, est simple, mais il faut voir aussi que derrière cette présentation, l'étude est très poussée, parce que ça a été vu sur le terrain, ça a été repéré sur le terrain avec les techniciens dans les différents, soit la pêche, la promenade et autres, que de toute façon, on se rend compte que même si cette vallée existait, même si elle avait son charme, mais elle était secrète, comme vous le disiez souvent, c'est-à-dire qu'on avait des accès difficiles à cette vallée, par quelques points, les ponts et autres. Et de toute façon, beaucoup des aménagements qu'on a pu voir étaient utiles, quel que soit l'avenir de la vallée, qu'il y ait barrage, arasement ou autre. Bon, évidemment, je parle pas des cheminements en fond de vallée, mais les aménagements des portes Saint-Hilaire, de Ducé, l'hébergement, les travaux agricoles, le volet agricole, tout ça, je pense que c'était nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc ensuite, la phase vous avez de toute façon dans votre dossier, et ça va être beaucoup plus facile à lire, c'est décomposé avec les coûts pour cette partie-là. Alors bien sûr, je ne parle pas de la partie arasement de barrage, renaturation de la vallée, qui, elle, relève de l'état de l'agence de l'eau, etc. Et je parle bien de ce qui vous a été présenté tout à l'heure. On arrive à 20 millions, quoi. Là, sur votre chiffre, c'est 19 680 000, enfin, 20 millions d'euros. Et c'est vrai que ça a été le but de la réunion il y a 2 semaines avec les financeurs, où la région, le département, l'État et l'Europe, enfin la région qui sert d'intermédiaire pour les versements de fonds européens, et puis les collectivités locales étaient autour de la table, et où, comme ça a été le cas déjà pour les dossiers dont je parlais tout à l'heure de la mesure qui ont été financés, puisque là le dossier est prêt à être géré. Et vous avez en effet les volets agricoles avec, bon, je ne vais pas reprendre redétailler, mais comme le disait M. Roche, c'est pas un hasard, les chiffres ont été, enfin ça a été chiffré et ça correspond quand même à quelque chose de réaliste. Et ensuite, les partenaires techniques ont validé, on a projeté comme ça sur le papier, on a fait versé. Alors, on n'en est pas ici sur ce tableau-là à dire sur les 400 000 qui fait quoi, parce que évidemment derrière ces financements-là, il y a des critères de biodiversité, il y a beaucoup de fonds européens qui peuvent être ensuite le tourisme social a ces critères. Enfin, je pourrais laisser la parole au vice-président de la région, je pense, mais il y a beaucoup de critères qui sont précisés tout au long. Et c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de... Alors, au niveau du Pays de la Baie, je vous rappelle, ce ne sera pas le Pays de la Baie qui financera, bien sûr, ces projets-là. C'est le coordonnateur et il aide à faire l'étude, à monter les dossiers, à préparer les financements. Mais c'est vrai qu'on a eu, avec la région, on a signé un contrat, un volet territorial, un contrat régional, territorial régional. Alors c'est vrai que là on a 1,4 million sur ce chapitre-là. On a obtenu aussi les fonds leaders qui nous permettent, ça a été attribué sur le Pays de la Baie à 3,3 millions dernièrement. Il y a aussi des interventions complémentaires et la région avec 2 projets pour la vallée et le Haras du Pin. Donc le Haras du Pin a eu sa partie, mais il y a encore une partie qui est prévue, fléchée vers la vallée. Évidemment, l'agence de l'eau a des financements importants, puisque à partir du moment où, suite à un arasement, bien sûr, je parle toujours dans cette hypothèse-là, suite à un arasement, tous les aménagements sont là aussi pour améliorer la qualité de l'eau. Alors, quand on parle de la qualité de l'eau, je me répète, c'est dans la cellule et c'est dans la baie du Mont, ça, et toute la conchyliculture, etc., pour éviter de refaire l'erreur manifeste de 93. Mais toutes ces interventions, vous les reprendrez ici, ça a été, ces chiffres-là sont des choses qui sont actées, qui sont définies, quelquefois des montants qui peuvent être très importants. Quand on cite au titre de la diversité les 39 millions, bon, je ne vous ai pas dit que les 39 millions étaient versés sur la vallée de la Salune, bien sûr, mais il y a des fonds, à partir du moment où les projets sont travaillés dans ce sens-là, qui sont complètement, qui peuvent être actés. Et on a pu le voir, quand ça a été le cas des discussions pour la masure, contrairement à ce qu'on disait en effet au départ, que personne ne pourrait financer, le tour de table s'est fait quand même enfin, j'étais agréablement surpris de la façon dont on a pu le faire à ce moment-là. Et ça, je peux vous le confirmer.
Donc là, vous avez tout le détail, je vais pas prendre chapitre par chapitre, si vous avez des questions, vous les poserez. Mais ces dossiers-là sont finançables. Je parle sous couvert de Madame la Préfète, mais vous direz tout à l'heure. Et alors tout ça, évidemment, c'est dans l'hypothèse de l'argent. Nous en dirons peut-être plus sur ce sujet-là, mais ce qui a été vu, ça a été cette étude dans cette hypothèse-là. Et c'est pour ça que, titre personnel, je souhaitais qu'on aille assez vite pour préparer ça, parce que ces fonds-là peuvent être aussi dans des plans qui sont des plans à 2017, et 2017, on est déjà en 2015, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ces plans-là puissent être développés, enfin ces projets-là puissent être travaillés, finis de travailler, appel d'offres, etc., pour qu'on soit pendant cette enveloppe-là. Donc je vais laisser les financeurs en parler si c'est nécessaire, mais c'est vrai au niveau des plans régions, c'est vrai au niveau du département, qui a sous réserve évidemment que l'État fasse le nécessaire à ce qui est prévu, qui avait promis aussi l'accompagnement pour 1 million en plus, enfin, des contrats de territoire qui existent, etc. Et je pense que tout le monde prend sa part, que ce soit le département, la région, l'Europe bien sûr, l'agence de l'eau et l'État sur ces questions-là. Après, il restera en effet aux collectivités locales ou entreprises individuelles, bien sûr, à participer à ce, puisqu'il y a plein de choses qui peuvent aussi relever du privé. Et ça, quand on parle de valorisation socio-économique, je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse pouvoir travailler, avoir une belle vallée, parce que vous avez prouvé qu'il y a des solutions pour que ce soit quelque chose d'agréable et pas simplement, comme on aurait pu le craindre, une voie verte bis qui longe la rivière, où tout le monde se mélange, les chevaux, les piétons, et pour les canoës quand même sur la voie verte, enfin, à côté. Donc là, il y a la possibilité d'avoir quelque chose dans un site où on a quand même cet avantage-là au départ, je ne sais pas si on l'a rappelé aujourd'hui, c'est d'avoir un site sur lequel la propriété est acquise. Parce que souvent, quand on travaille sur ce genre-là, même chez nous, quand on a 500 mètres de chemin à faire, qu'on voudrait les faire en bordure de rivière, on n'a même pas la possibilité, souvent, de la propriété du terrain. Là, on se retrouve quand même sur un terrain où c'est l'État qui sera propriétaire, enfin, après cession de l'EDF, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. Donc si vous avez des questions, je crois que je ne vais pas détailler la totalité des fiches, mais je pense que c'est important que ça puisse être fait, et c'est pour ça qu'on avait souhaité que ce soit à ce stade-là, avant de communiquer sur ce projet, qui nous était quelquefois reproché en nous disant, on sait qu'il y a des études, mais on ne voit pas à quoi ça peut aboutir. Là, je pense qu'on est dans une situation où on peut communiquer sur l'existant, et puis après il va falloir aussi communiquer, il faudra toujours communiquer, parce que c'est évident que pendant, même je me souviens moi de 93, où il n'y avait aucune communication, aucun travaux, il n'y avait rien, c'était une vidange technique si on peut dire, mais j'ai jamais vu tant de monde, enfin Eric pourra peut-être me conforter, j'avais vu tant de monde sur les routes de Saint-Martin-de-Landelle, Viré et Gigny que pendant cette vidange-là où les gens venaient découvrir cette vallée-là qu'on ne voit pas d'habitude comme ça. Voilà, Madame le Préfet. Juste parce que je sais que le président du Fonds de la région a quelques impératifs horaires. Est-ce que vous voulez apporter une précision sur l'accompagnement financier de la région? Merci. Oui, merci Madame la Préfète. Je voudrais saluer